donc jeunesse et travail, avec donc à ma gauche directement Léa Lima. Tu es maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches HDR en sociologie au CNAM. Aurélie Lagarde face à moi, animatrice et formatrice dans l'accompagnement socio-professionnel avec Coaction, et Noémie Escortel, coordinatrice de projets européens avec Coaction. Alors, dans un premier temps, on va voir avec toi, Léa, il y a plusieurs choses sur lesquelles toi tu voulais revenir quand tu as eu ce thème de jeunesse et travail qui t'a été proposé, notamment sur des idées préconçues. Moi, l'une de celles, en préparant cet échange, ce qui m'apparaissait le plus fort peut-être, c'était ce qui est arrivé pendant le confinement, où on a essayé à gauche, les partis, les organisations syndicales, les organismes ou les soutiens aussi au monde étudiant, essayer de développer aux jeunes qu'il fallait ouvrir un RSA jeune de 18 à 25 ans. Et le Premier ministre Jean Castex a donné une fin de non-recevoir en disant on n'est pas là. Le jeune ne veut pas une aide, mais il veut un emploi, malgré une période de détresse terrible. Et puis il y avait bien sûr cette phrase que beaucoup ont retenue, qui date il y a 3 ans, j'ai vérifié, presque jour pour jour, d'Emmanuel Macron, qui disait à un homme de 25 ans, donc on fait encore partie de la jeunesse à 25 ans, qui ne trouvait pas d'emploi en horticulture, qui lui allait traverser la rue et lui trouver un travail. Donc on est là dans clairement la démonstration de ce que pense le gouvernement et le président de la République de la jeunesse par rapport au monde du travail. Et par tes travaux, tu as pu aussi montrer que cette analyse-là, en fait, elle ne date pas effectivement d'hier. Et toi, il y avait d'autres éléments et phrases préconçues sur lesquelles tu voulais revenir aussi face à ce thème jeunesse et travail. T'as un micro. Oui, de fait, les débats autour du RSA jeune, puis maintenant, ça va être qui va être en place, qui va prendre la tournure du revenu d'engagement aujourd'hui. C'est des débats qui datent pas d'hier. En gros, la question des droits sociaux et d'un droit à un revenu minimum de remplacement du travail pour les jeunes s'est posée dès la création du RMI en 1988. Et dès ce moment-là, la décision, le choix social et politique a été pris de ne pas donner ce droit social minimum aux jeunes, au motif que ça développerait en fait l'assistanat, donc un rapport particulier à la solidarité publique, consistant à se tourner d'abord vers l'État plutôt que vers le travail pour pouvoir subvenir à ses besoins. En gros, c'est ça quand même le fond de l'affaire. Donc cette question du rapport des jeunes au travail qu'il faudrait stimuler et qu'il faudrait inciter, éduquer, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Il y a même eu un livre qui a fait grand bruit en 1974 de Jean Rousselet, qui était pourtant sociologue, donc comme quoi la profession est hétérogène, qui parlait de l'allergie au travail. Et c'était un bouquin qui parlait de la nouvelle génération et du nouveau rapport au travail, donc distancié, et une jeunesse qui favoriserait plutôt les loisirs et le temps pour soi que le travail et l'effort, quoi, en gros. Donc ça, c'est vraiment un discours qui est constant sur un rapport plutôt distancié. Donc ça transparaît aussi dans les discours un peu managériaux et organisationnels autour de l'idée que la génération X, Y, les milléniums, etc., aurait un rapport nouveau au travail, tendant à rééquilibrer un peu l'importance qu'ils accorderaient au travail.
Et ça, bon, c'est quelque chose que de multiples enquêtes ont quand même tendance à un peu remettre en question, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait un différentiel et une différence absolument enfin, très, très importante entre classes d'âge par rapport au travail, à l'importance du travail. C'est-à-dire qu'en gros, en France, une écrasante majorité de Français considèrent que le travail, c'est très important dans la vie, et que même les jeunes ont plutôt tendance à accorder au travail une place plus importante, ne serait-ce que parce que dans les jeunes, on a des gens qui, par exemple, n'ont pas encore fondé de famille, et donc pour qui, finalement, l'emploi, c'est quelque chose qui occupe leur vie, que ce soit du point de vue de la recherche d'emploi comme objectif, ou bien parce que le travail est quelque chose d'important dans leur emploi du temps. Et que, notamment, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors, tout ça, c'est des enquêtes avant Covid. Hein, donc, on peut penser que ça change que le Covid va changer radicalement les choses. Mais il y a une enquête sur les jeunes sortis de formation, tous niveaux confondus, en 2013, sur la question du rapport au travail, qui montre qu'il n'y a que 15% de cette génération qui considérait que ils souhaitaient organiser leur vie hors du travail, quoi. C'est-à-dire imaginer une vie dans laquelle le travail ne serait pas ni central, ni quelque chose qui en fait partie de manière importante. Donc voilà, et à ce sujet, comme sur beaucoup d'autres sujets, il faut toujours être prudent et envisager aussi les différences intragénérationnelles, hein, à l'intérieur de chaque génération, de chaque classe d'âge. Il y a souvent beaucoup plus de proximité entre des jeunes et des adultes diplômés qu'entre des jeunes non diplômés et des jeunes diplômés. Hein. Donc la question de la classe sociale, le milieu social, la question du niveau de diplôme, du niveau d'éducation est assez prégnante dans ces questions de valorisation du travail. Donc voilà, et voilà ce que je pourrais dire en introduction, on va dire. C'est ce dernier point, c'est cette idée qu'il n'y a pas une seule jeunesse, mais il y en a plusieurs, et que, comme le reste de la société, il y a des classes sociales, quoi, en fait, et que, en fait, pareil, jeunesse et travail, j'imagine que le rapport n'est pas le même selon les catégories socio-professionnelles ou le capital culturel qu'on a pu avoir. Tout à fait. Et puis, il faudrait aussi introduire la dimension genrée, hein, qui se retrouve là aussi dans toutes les classes d'âge. Par exemple, cette question de l'articulation vie professionnelle, vie familiale, et l'idée de rééquilibrer finalement la place du travail par rapport à d'autres dimensions de la vie sociale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus exprimé par les femmes que par les hommes, même au jeune âge. Parce que parmi les 18-25 ans, on trouve déjà des femmes et des hommes d'ailleurs qui ont des enfants et eux, ils vont avoir une expression un peu différente par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que la variable qu'on retrouve beaucoup sur les enquêtes sur les jeunes et tout et n'importe quoi, c'est quand même la variable diplôme. Avec une forme de dualisation de la jeunesse entre des jeunes non diplômés, peu diplômés. Bon, maintenant, la limite, le seuil qu'on prend souvent, c'est le niveau bac. Et puis les autres, parce que ça renvoie justement aussi à des milieux sociaux et des modèles de vie aussi qui peuvent être un peu différents et qui se traduisent ensuite dans des formes de valorisation du travail. Et puis,
il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on valorise dans, alors je dirais plutôt que de travail, dire l'emploi. Quand on dit le travail, l'emploi, c'est important dans la vie, oui, mais qu'est-ce qui est important dans l'emploi et le travail? Est-ce que c'est en retirer un revenu? Est-ce qu'on travaille juste pour subvenir à ses besoins? Est-ce que c'est ça qu'on recherche principalement? Ou est-ce qu'on recherche d'autres choses, donc plus de sens dans le travail, de l'autonomie, etc. Et là aussi, il y a des grosses différenciations sociales avec une valorisation qu'on dit dans notre jargon instrumental du travail, c'est-à-dire l'idée que le travail c'est fait pour vivre, ramener un revenu et subvenir à ses besoins, qui est le motif numéro un, ce pourquoi on travaille dans les classes populaires et chez les jeunes d'origine populaire, alors qu'on va avoir plus souvent des jeunes qui disent vouloir travailler, alors pas tant pour l'utilité sociale du travail, même si bien sûr il y a un pourcentage. Alors j'avais recherché un peu les chiffres parce que je trouvais ça intéressant par rapport à l'ESS. Il y a, selon une enquête de Dominique Méda et Vendremain, il y a 29% des jeunes 15-29 ans qui pensent très important le fait que le travail soit utile à la société. Et 39% qui valorisent l'intérêt du poste de travail et l'autonomie dans le travail. Donc quand on dit les jeunes cherchent un travail, sont en quête de sens du travail, c'est peut-être plus pour le côté développement personnel, c'est-à-dire un travail dans lequel je me sente bien, qui ait un intérêt personnel pour moi, plutôt que utile à la société. Donc ça, voilà, c'est aussi pour nuancer peut-être un petit peu des discours qu'on a entendus à l'occasion du Covid aussi, le fait que ça remettait en cause un peu les priorités de ce qu'on recherche dans le travail, notamment dans les jeunes générations. Bon, voilà, on part quand même d'une situation où, oui, le rapport au travail, il évolue, mais voilà, on a quand même une pluralité, finalement, de choses qui se jouent dans le travail et différemment selon les jeunes, le profil social, on va dire, des jeunes. Un autre point que tu as regardé, si je ne me trompe pas, c'est comment la jeunesse aussi regarde le travail, quelle image elle a du travail dans l'économie sociale et solidaire. Alors oui, ça c'est donc une enquête qu'on a menée avec deux collègues que peut-être vous connaissez plus que moi parce que c'est des collègues qui travaillent sur l'ESS depuis un certain temps. Donc c'est Diane Rodet et Émilie Lanciano qui sont toutes les deux des sociologues et économistes à Lyon 2. Et avec elles, donc, on a fait une enquête sur les représentations du marché du travail de l'ESS chez les sortants de formation de l'ESS. Donc il y avait pas mal de jeunes, mais il y avait aussi des gens qui étaient en reprise d'études, puisque c'est un secteur qui accueille beaucoup de projets de reconversion, etc. Donc, oui, on a fait cette enquête-là. Et bon, il y a un résultat qui m'a semblé peut-être intéressant de souligner par rapport aux gens qui sont venus ici à ce festival, qui sont intéressés par les coopératives. Donc déjà, on a essayé d'identifier un peu finalement la manière dont justement les sortants de formation de l'ESS identifiaient l'ESS. Qu'est-ce qu'ils mettaient dans l'ESS et qu'est-ce qu'ils mettaient derrière l'ESS finalement, en disant je veux travailler dans l'ESS, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils recherchaient là-dedans. Et alors ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent l'ESS s'est associé au produit, à la mission, à l'objectif de la structure, de l'entreprise, de l'organisation
à laquelle on postule, et moins justement au travail qu'on va y faire, aux conditions de travail, aux principes démocratiques dans l'organisation, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième chose aussi qui est apparue, c'est que voilà. Vous entendez toujours ou pas quand même? Ils vont revenir ici, Pissat. Qu'il y avait certains statuts juridiques des organismes de l'ESS qui étaient particulièrement repérés comme étant conformes finalement à l'idée qui se faisait de l'ESS. Et bien sûr, les coopératives viennent assez loin devant, et surtout qu'il y a un écart finalement entre la projection de l'emploi et le travail dans ce type de statut, de structure des coopératives, et les débouchés réels. Donc on a à peu près 40% de personnes qui déclaraient vouloir travailler dans une coopérative à la sortie de leur formation, alors qu'on sait que ça correspond à peu près à 7,5% des emplois dans l'ESS. Donc tout ça pour dire que il y a une forte attente sur les coopératives. Je suspecte. Voilà, et que les coopératives apparaissent un peu comme une figure idéale typique de l'ESS, quoi. Voilà. Et oui, par rapport aux anticipations, aux projections sur le marché, tu me coupes si je suis trop long, je ne me rends pas trop compte. Par rapport aux anticipations, aux projections sur le marché du travail de l'ESS, bon, outre le fait qu'ils étaient une immense majorité à dire que ça allait être difficile de trouver un emploi dans l'ESS, c'est considéré comme étant un milieu dans lequel il y a peu d'emplois, peu de possibilités, et qu'il allait falloir se battre, etc. Et notamment que ça allait devoir se faire au prix d'un abaissement des prétentions à la fois salariales et même en termes de conditions de travail, accepter des heures supplémentaires non payées. Voilà, pour beaucoup, c'est entendu que de toute façon, d'une certaine manière, on va se faire un peu exploiter dans l'ESS, mais voilà, c'est le prix à payer pour être en conformité avec ses valeurs, que c'est aussi le début de la vie active, donc on est prêt à accepter de partir d'un peu plus bas en se disant que bon, petit à petit on va pouvoir faire son trou et arriver à trouver un emploi correct. Et troisième, c'est l'idée que en fait il y a un fort principe, un principe de justice assez dominant parmi ces enquêtés. C'est l'idée que à chacun selon ce besoin. Donc la rémunération visée, elle est en fonction des besoins et non pas du mérite qui aurait trait au diplôme ou quoi aux caisses. Mais voilà, moi je suis jeune, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'emprunt, donc ok, je me contente d'un salaire voilà, qui vu de l'extérieur et notamment par mes copains avec qui j'ai fait le lycée, etc., est un salaire de misère. Mais quand je vais fonder une famille, acheter une maison, etc., il faudra quand même que le salaire augmente, quoi. Voilà. Je ne pourrais pas me contenter de ça ad vitam aeternam. Donc voilà, c'est un peu
les résultats principaux qui ressortent de cette enquête. Ça me fait penser à un livre qui est sorti, un tout petit livre, je ne sais pas s'il est vendu à côté, je n'ai pas regardé, mais qui s'appelle C'est quand même pas l'usine, et qui traite des salariés du monde associatif en particulier, où on retrouve pas mal effectivement de ce que tu dis là, sur on est prêt à accepter des conditions de travail moindres, des salaires moindres, mais parce qu'il y a d'autres désirs en face. Tout à fait. Ouais. Et puis, il y a une intériorisation très forte de ces conditions sur le marché du travail compliquées. Et il y a aussi une intériorisation qui est basée aussi sur une justification dit voilà, d'une certaine manière il y a une forme de solidarité avec l'employeur associatif, dont on sait que les financements baissent, etc. Et bon, c'est pas de leur faute s'ils peuvent pas nous offrir des conditions d'emploi et des conditions salariales à la hauteur de c'est surtout du diplôme qu'on est en train d'acquérir, quoi. Et ça vaut surtout pour les masters qui connaissent un déclassement quand même important par rapport aux sortants d'autres formations. Alors on va regarder avec Noémie Escortel et Aurélie Lagarde ce que Coaction aussi fait dans ce champ de la jeunesse pour aller vers le travail, et donc travailler, peut-être en commençant par toi, Noémie, quels sont les différents projets que tu portes, et notamment projets européens que tu portes avec Coaction? C'est en écho, peut-être, je ne sais pas si ça aurait été peut-être plus pratique de qu'Aurélie parle en premier, mais non. Ou alors commençons par Aurélie. Je me dis peut-être l'échelle locale, territoriale, et après expliquer pourquoi nous on va. Enfin, c'est pas que je veux t'envoyer la patate, mais de quoi? Non, mais c'est juste que aussi ce qu'on développe là de plus en plus à l'échelle européenne, elle fait vraiment écho à ce qu'on développe au niveau local plus. Donc peut-être si tu veux présenter au moins la coopérative jeunesse, et après j'expliquerai, parce que c'est d'un point de vue, je ne sais pas si c'est plus macro, mais nous on est plus sur l'échange de pratiques pour les travailleurs de jeunesse et pour nos organisations. Et Aurélie travaille avec nous beaucoup sur des actions directement en lien avec la jeunesse. C'est un micro, bien caché. Oui, donc moi je suis à Coaction depuis 1 an, mais j'ai toujours travaillé auprès des jeunes et tout ce qui était accompagnement socio-pro. Et c'est vrai que pour Coaction, alors j'ai différentes casquettes, mais je porte notamment avec Coaction qui s'engage, et c'est cool, et l'association Plouc, une coopérative jeunesse de service, qui est donc l'idée de montrer à des jeunes mineurs de 16 à 18 ans ce qu'on fait là à Coaction, l'entrepreneuriat coopératif, l'entrepreneuriat en collectif, et donc une autre manière de travailler pour s'engager sur les territoires et les transformer. Donc ça fait 2 ans là, cette année, qu'on fait dans le nord des Landes, en milieu rural, ce projet de coopérative jeunesse. Donc le temps d'un été, des jeunes deviennent des entrepreneurs. Il y a Noémie qui est là, qui l'a fait cette année, et qui pourra peut-être échanger un peu avec nous aussi. Et donc ils créent en fait le temps d'un été leur coopérative. Ils proposent des prestations, des services aux collectivités, aux assos, aux habitants du territoire, qui est défini en amont, et ça c'est mon boulot, pour répondre à des besoins locaux. Et puis par la même occasion, puisqu'ils sont mineurs et que c'est galère de trouver un boulot quand on a moins de 18 ans, puisqu'on dépend du droit du travail des mineurs, d'avoir une première expérience de travail, de s'organiser. Ils sont dans une coopérative, donc c'est eux qui décident du nom, c'est eux qui décident de leurs horaires, c'est eux qui décident de leur rémunération, ou en tout cas de leur mode de rémunération. Et avec tout l'enthousiasme et la créativité qu'ils peuvent avoir à nous surprendre. Cette année, on s'est fait avoir, puisqu'en tant qu'animatrice et coordinatrice, on avait 2 antennes, et les 2 ont décidé de coopérer. Donc ils ont fait une coopérative, et donc on a fait beaucoup de routes, 6000 km le temps d'un été, pour se déplacer, travailler en 1 mois et demi dans le nord des Landes. Donc les jeunes du nord des Landes qui sont engagés dans ce projet ont envie de bosser, ils sont très créatifs, ils vont très vite,
parfois trop vite pour nous. Ils y vont au feeling, ils y vont au talent, comme ils disent, mais ça marche. Et bon, des fois ça foire, mais c'est pas grave, on essaye. C'est le but de l'entrepreneuriat. Ça fait discuter, mais c'est très intéressant comme projet. Alors c'est pas Coaction ni les ploucs qui l'ont inventé, hein. C'est un projet qui vient du Québec, qui a plus de 30 ans, donc ça a été adapté en France, notamment par Nelly Le Chaplin, qui l'a ramené en tant que animatrice d'éducation populaire et coopérante, qui l'a ramené en Bretagne pour commencer. Donc c'est très développé en Bretagne, ces projets-là. Et l'année dernière, on l'a monté pour la première fois dans les Landes pour démarrer le projet sur Morsinx. Et cette année... Oui, tout à fait. Oui. Et nous, dans les Landes, ouais, exactement, à Copalfa, ils le font... Je te laisserai en parler si tu le souhaites. Mais du coup, c'est vrai que c'est des chouettes expériences. On voit des jeunes qui s'engagent. Là, cette année, on l'a fait sur le territoire de Luxeuil, donc qui est pas très loin d'ici, mais côté Landes, et qui est un milieu très, très, très rural, où il faut faire 20 bornes. Donc on revient sur la mobilité. Il faut faire 20 bornes quand on a 16 ans pour aller d'un village à l'autre. C'est impossible. Et donc trouver du travail, c'est impossible. Donc là, on met tout un cadre qui leur permet de se déplacer. C'est nous qui conduisons et qui les accompagnons sur leur lieu de mission, ce qui facilite les choses. Et puis ce test en milieu rural, c'était aussi très rural, là, pour le coup. C'était de montrer aussi qu'il y a des besoins économiques et qu'à chaque fois, les collectivités nous ont dit on est obligé d'aller chercher des gens sur Mont-de-Marsan, en fait, pour faire travailler de l'entretien d'espaces verts. Bon, c'est des petits boulots d'été qui ne demandent pas forcément de formation ou de compétences. Mais du coup, là, cet été, moi, je suis super fière de dire ils ont vendu pour 20 000 € de prestations TTC. Donc, bon, ça fait 16 000 € à se répartir en salaire à la fin. Ils étaient 16 en tout, puisqu'ils ont décidé de fusionner les deux coopératives. Et sur un milieu très rural, en 1 mois et demi, certes, on avait préparé le terrain et tous les partenaires se sont engagés dans ce projet. Ils ont joué le jeu, ils leur ont confié des missions. Mais il y en a pour qui, je ne sais pas où est Denis de l'Écomusée Marquez, il y en a pour qui c'était un vrai besoin de ce qu'on a vu pour mener une activité qui ne trouvait pas de salariés, quoi. Donc l'entrepreneur en coopérative, aussi jeune soit-il, et compétent du coup, puisqu'ils ont su mener leur mission et leurs actions professionnelles, ils ont vraiment réussi à répondre à des besoins locaux en milieu rural, et ça c'est chouette, quoi. Noémie, tu veux témoigner peut-être un peu sur comment tu es... attends, je me déplace. Comment toi, t'es arrivé dans cette coopérative et puis qu'est-ce que tu as pu y faire ? Moi, du coup, j'ai juste reçu une lettre un jour dans ma boîte aux lettres qui me parlait de ce projet. J'avais aucune idée de ce que c'était, donc je suis juste allée à la réunion. J'avais toujours pas compris ce que c'était, donc j'ai fait ma curieuse et je suis allée au premier jour voir comment ça se passait. C'était super intéressant et donc j'ai clairement décidé de rester pendant tous les 2 mois. Parce que ça m'a permis d'avoir ma première expérience professionnelle autre que le travail saisonnier du secteur qui est le castrage, et qui n'est pas très, très intéressant, on va se l'avouer. Castrage du maïs. On précise. Et non la castration. Non, le castrage du maïs, du coup, qui n'est pas très intéressant. Et donc, en fait, c'était une expérience très intéressante puisqu'elle nous a permis, en fait, de travailler en groupe, de rencontrer d'autres jeunes du territoire qu'on ne connaissait pas forcément, et également de rencontrer des gens des collectivités, notamment des mairies, avec qui on n'avait pas forcément de contact à la base, et aussi de diverses entreprises, associations. On a eu plein de bons plans pendant tout l'été, notamment des aides, par exemple, au permis, dont on n'était pas forcément au courant, et d'autres aides pour les études, etc. Et ça nous a aussi permis de prendre plein d'expériences dans le domaine de la gestion interne d'une entreprise. Moi, j'étais sur la finance, donc j'ai vraiment appris plein de trucs sur la comptabilité, faire des devis, faire des factures, mais aussi des compétences manuelles, mais qui ne sont pas très compliquées, mais que je n'aurais pas forcément acquises. On a fait plein de missions diverses. On a fait beaucoup d'entretiens, mais on a eu par exemple de la peinture, du désherbage, du nettoyage. On a collé des affiches, on a fait beaucoup de missions aussi. On avait, en amont, on devait contacter les clients.
On a fait plein de rendez-vous, on devait faire des coups de téléphone. Et donc ça nous a vraiment appris à nous ouvrir au monde de l'entreprise, finalement, et à contacter en fait d'autres personnes, à prendre confiance en nous aussi, parce qu'à 16 ans ou 17, on n'a pas forcément confiance en nous, et puis on n'a pas de réseau, donc en fait ça nous a ouvert les portes pour les années à venir. Ça nous permet de trouver plus facilement de l'emploi sur notre territoire pour les années à venir également, et ça nous permet en fait d'être accompagnés tout le long de l'été et dans la suite pour pouvoir nous-mêmes, si on le souhaite, développer nos projets futurs, si on a des idées de projets. On sait qu'on aura les soutiens et qu'on aura les contacts. Bon bah vas-y, viens t'asseoir là. Pour info, Noémie, elle a 17 ans et comme elle rentre à la fac, elle a un peu de temps donc elle peut être là aujourd'hui. Les autres, il y en a qui sont retournés en cours. Et une des particularités par rapport, on en parlait, je bossais dans les domaines de l'insertion par l'activité économique et c'est vrai que c'est des dispositifs où on n'a que des personnes très éloignées de l'emploi et donc c'est un peu un entre-soi qui n'est pas très stimulant pour se tirer vers le haut, d'être que entre gens qui sont en galère. Là, dans la coopérative jeunesse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mixité chez les jeunes et du coup, il y en a qui sont scolarisés, il y en a qui ne le sont pas. Il y a Mathéo, un des jeunes qui aurait aimé venir mais qui a des problèmes de mobilité et d'hébergement, donc il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais il y a eu cette rencontre aussi, et tu le disais Noémie, entre jeunes d'un même village qui ne se connaissent pas et du coup là de se dire ah bah tiens en fait il y a des affinités alors ou pas aussi c'est la vie d'un collectif il y en a qui se sont pas entendus et bon bah on fait avec et ils ont été quoi moi à chaque fois je leur dis là vous étiez 16 à bosser ensemble je prends 16 personnes ici qui se connaissent pas mais qui ont d'expérience de travail on se pourrit en une semaine c'est sûr on est incapable de travailler ensemble parce que eux à 16 ans 17 ans ou 18 ans arrivent à faire et ça c'est là aussi une preuve de je sais pas si c'est de volonté ou d'enthousiasme dans le fait d'aller travailler. Donc ça montre l'inverse de ce qu'on peut entendre comme discours. C'est de dire, mais essayons de nous mettre à leur place là, l'espace un mois et demi à 16, à devoir prendre des décisions à 16, à devoir gérer l'entreprise, se répartir les tâches, etc. Je suis pas sûre qu'on se supporte très longtemps. donc ouais, c'est vraiment... ce discours-là les jeunes ils foutent rien, ils sont devant leur téléphone, etc. C'est quoi bon moi ça m'insupporte. On l'entend encore cet été quand il y a des jeunes qui viennent travailler sur les missions. Ouais c'est bien ça va leur apprendre la vie. Bon bah oui en fait juste ils n'ont pas besoin de ça pour apprendre la vie. Ils ont déjà leurs galères et leur réussite. Et puis des discours d'adultes qui disent clairement oui non les jeunes ils foutent rien et là on dit bah si ils viennent de gérer une entreprise et puis ils se sont fait de la thune là parce qu'ils ont vendu pour 20 000 balles donc c'est par ce type de projet qu'on vient aussi montrer que bah oui les jeunes ils font des choses certes ils étaient que 16 sur je ne sais combien de milliers de jeunes dans les Landes mais les autres étaient occupés, il y en a qui étaient intéressés et qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en apprentissage, d'autres qui avaient déjà un job d'été, d'autres qui ont besoin de se faire beaucoup d'argent, donc ils vont prendre un emploi salarié, plus sûr, puisque là c'est aussi l'incertitude de l'entrepreneuriat. Ça, ils le découvrent également. Et on avait été cas contact, donc on a plein de missions qu'on sautait. Et du coup, ça n'a pas été possible de les rattraper sur l'été. Mais c'est au moins une expérience qui leur permet de se dire par la suite, soit oui ça m'a plu, j'ai envie d'entreprendre, j'ai cette liberté de décision aussi, on peut travailler autrement qu'en réalisant les consignes et les ordres qu'on me donne, je peux aussi être moi décideur, et sinon ils vont se dire non en fait j'ai besoin d'un salaire à la fin du mois parce que j'ai mes études à payer, j'ai mon loyer, j'ai des trucs comme ça, et auquel cas ils iront vers le salariat, mais c'est chouette parce qu'ils auront au moins pris la décision en connaissance de cause avec cette première expérience professionnelle. Tu voulais ajouter quelque chose, Léa ? Oui, non, mais je voulais juste souligner quand même l'originalité en fait de ce type d'initiative dans le paysage des dispositifs à l'intention des jeunes, surtout quand on parle de travail et d'emploi. Et il y a deux caractéristiques
sont originales. C'est d'une part, tu l'as dit, la question de la mixité des publics, parce qu'aujourd'hui on a des politiques d'insertion des jeunes qui ont tendance à segmenter les jeunesses et à les ségréguer autant que l'école produit de la ségrégation. On a des politiques d'insertion des jeunes qui sont focalisées, concentrées sur des jeunes non qualifiés, diplômés, et finalement la question de la mixité, de se frotter à d'autres milieux sociaux, etc., n'est pas pensée. N'est pas du tout pensé. Ça, c'est la première donc originalité. Et la deuxième, c'est penser aussi la question du collectif dans le travail, même si c'est l'entrepreneuriat. Mais penser le collectif en termes de coopération. Et ça, quand on revoit aujourd'hui les politiques d'insertion des jeunes, même les dernières en date, garantie jeune, etc., c'est individualisé, donc on prend jeune par jeune. On lui demande d'élaborer un projet personnel qui sera différent de celui qui est venu dans le bureau un quart d'heure avant lui. Et puis chacun repart avec sa petite feuille de plan d'action. Et jamais, mais on pourrait se demander aussi à l'école comment on pense la coopération plutôt que finalement la concurrence, parce que c'est un peu ça aussi qui est derrière. C'est ça qui a été génial quand ils ont fait la première semaine. On fait une formation où tout le monde acquiert les mêmes niveaux de base de c'est quoi l'ESS, c'est quoi la gestion d'une entreprise, et puis c'est quoi le collectif, qui a quoi à exprimer, apprendre à se connaître, etc. Et pendant cette première semaine, ils ont décidé donc de créer leur coopérative unique en disant on est à 40 bornes les uns des autres, on va quand même pas se faire concurrence. Et du coup, tout de suite, on s'est dit oh bah super, en fait, j'ai tout compris. Donc, ça n'a pas toujours été simple en termes d'organisation, mais ça a permis de faire des missions que vous n'auriez pas pu faire avec 2 antennes. Et ce côté collectif, là où même sur la mixité, là où c'est intéressant, c'est que les CJS, les coopératives jeunesse de service, c'est pas des dispositifs. Et donc, c'est pas un dispositif d'État. D'ailleurs, si ça l'était, peut-être qu'il pourrait avoir une exonération de certaines taxes et donc se rémunérer un peu plus, parce que là, il paye des charges de patron comme n'importe quel entrepreneur ici. Donc ça serait un dispositif, il y aurait peut-être plus d'aide. Mais du coup, la liberté qu'on a, nous, quand on crée le projet et on l'adapte au territoire, la CJS ici, elle n'est pas comme celle quoi, je dis Bordeaux pour faire large. Elle n'est pas comme... C'est souvent en quartier politique de la ville en France, les coopératives jeunesse de service. Et du coup, elles ne sont pas pareilles d'un milieu à l'autre. Et la liberté qu'on a, nous, moi en plus en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas salarié d'une structure, donc je le modélise un peu comme j'en ai envie, avec Plouc et Coaction, mais quand même, qui me freine parfois. Mais du coup, c'est génial, on peut faire ce qu'on veut, presque. On peut presque faire ce qu'on veut. Il y a quand même le droit du travail des mineurs à respecter, donc... Donc on fait pas n'importe quoi. Mais ça c'est une vraie liberté qu'on n'a pas dans les dispositifs en fait d'État. Noémie, si on peut donc élargir le spectre un peu en regardant au niveau européen. Je trouve que ça amène bien la question de la coopération et du collectif. Pour expliquer un petit peu nous comment on est venu chez Coaction à travailler sur la question européenne jeunesse, enfin coopération européenne et jeunesse. Moi, quand je suis arrivée chez Coaction, donc je suis entrepreneur aujourd'hui, consultante et chef de projet, mais je fais plutôt de l'accompagnement, coordination de projet maintenant que juste du conseil. Mais mon activité à la base, c'est aider les organisations à monter des projets de coopération européenne. Et particulièrement au début, j'ai démarré sur la thématique beaucoup jeunesse, éducation populaire, parce que c'est aussi l'expérience... et l'appétence que j'avais quand je suis rentrée chez Coaction. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivée chez Coaction. Coaction en tous les cas, moi, quand je suis arrivée en 2015, avait déjà cette appétence à partager notre modèle coopératif, partager notre modèle collectif. On a commencé par une coopération avec le Québec qui a duré 2 ans. L'idée, c'était de transmettre. Alors,
on croit fort dans notre modèle. On n'est pas persuadé que ce soit le meilleur modèle au monde. Il y en a plein et chacun trouve ce qui lui va. Mais en tous les cas, quand on a envie de développer une activité et de se sécuriser et de partager, on trouve que le modèle de la coopérative d'activité d'emploi est un modèle à faire connaître. Et donc au départ, j'ai accompagné des porteurs de projets, des organisations jeunesse, culture, dans le montage de coopération, dans l'écriture de dossiers, j'en parlais avec une de nos collègues de la CAF ce midi, c'est quand même, monter un dossier européen, c'est quelque chose. Et quand on y arrive, on se rend compte qu'une porte s'ouvre et de l'interculturalité et de l'échange arrive, qui nous fait énormément de bien, parce que d'une part, on a été repéré aussi par pas mal d'organisations jeunesse. En ce moment, on a 4 projets, je crois, de coopération jeunesse donc sur l'entrepreneuriat, où nous, notre motivation, c'est d'aller partager nos valeurs et aussi ce qu'on croit de possible au niveau de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat à destination des jeunes. Et je trouvais ça intéressant qu'Aurélie parle en premier, juste parce que quand on a commencé les coopérations européennes à Coaction, on n'avait pas forcément encore... Certains de nos collègues avaient un petit peu des actions à destination de la jeunesse, mais c'était beaucoup moins structuré que ce que ça l'est aujourd'hui. Et on sent qu'il y a beaucoup de potentiel. Et dans ces coopérations européennes, en gros, même si les jeunes sont souvent les bénéficiaires indirects, on s'adresse peut-être plus à des professionnels comme Aurélie, à des coordinateurs de jeunesse, directeurs, animateurs, avec tout notre réseau local dans les Landes et en Gironde. Et comment ensemble on essaye de permettre à cette jeunesse, alors pas de choisir le SS absolument, pas de s'insérer absolument, mais de se rencontrer, d'échanger, de partager et de connaître un peu mieux aussi leur territoire. Et pour mieux connaître pour mieux s'insérer sur un territoire, l'important c'est de le connaître et de travailler ensemble et d'être dans le collectif. Voilà. Alors le temps a filé très vite. Ah, c'est déjà la fin. Plein de choses à dire. Je peux prendre peut-être 2 ou 3 questions. Je crains qu'on puisse pas faire beaucoup plus. Ou des remarques. Elles sont toujours tolérées. Bonjour, donc Jacques Lepriol, agent Région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que le sujet, c'est pas d'inverser la représentation qu'on a vis-à-vis des jeunes et la relation à l'activité? On parlait métier et travail, mais moi je raisonne souvent en activité, parce que ça veut dire tout le monde a envie d'activité, et après c'est quelle relation on a avec l'activité? Est-ce qu'elle est rémunératrice? Tout ce que vous avez très très bien dit. Mais en général, ces cadres-là, ils sont définis par des blancs, chauves, mâles, qui décident comment est organisée la société. Est-ce qu'à un moment donné, l'enjeu n'est pas de repenser la codécision et la place qu'ont toute la diversité des personnes, dont les publics qu'on dit avec un grand J, là, les jeunes, pour codécider ce qui doit leur arriver aussi, quoi. Et je pense que l'enjeu, il est essentiellement là. Et la réussite, ça passe par le super témoignage qu'on a eu tout à l'heure, là. On pourrait bien entendre très souvent ce genre de témoignages, parce qu'il y en a beaucoup, des témoignages comme ça, et tout le monde dit « Oh, elle parle super bien ». C'est vrai qu'elle parle très bien. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Hein, c'est Noémie en face aussi. Noémie, il n'y a que des Noémie. Et fais gaffe, tu vas finir au Québec aussi. Et, mais du coup, mais c'est pas vrai, des témoignages comme celui de Noémie, il y en a plein. Et on les entend pas, je pense juste pas assez en fait, quoi. Et je pense que l'enjeu, il est d'arriver à ouvrir les portes et les fenêtres pour qu'on les entende plus souvent, ces témoignages-là, qui vont peut-être changer un peu la représentation qu'on a. Moi, je débattais l'autre jour avec des artisans qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas recruté des gens dans leur métier, couvreurs, électriciens, tout ça, puis dans un pays hyper bizarre, hein, Lot-et-Garonne, et du coup, mais moi je leur disais juste, mais vous les payez comment et vous leur apportez quoi en fait, quoi? À part de monter sur un toit et mettre des tuiles, vous leur apportez quoi? Voilà. Et donc ils ne comprenaient pas ce que je leur disais non plus. Donc du coup c'était assez étrange comme dialogue. Mais je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là aujourd'hui sur voilà, en fait, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on veut faire de sa journée, de sa semaine, de son année quand on se lève. Et d'ailleurs le refus aujourd'hui des 18-20 ans à signer des CDI dans les métiers commerciaux et artisanaux, plutôt des CDD, est assez symbolique de tout ça, quoi. Autre agent région.
Mathieu, j'avais une question moi sur les différents. Alors on avait discuté aussi avec Opalpha les différents modes de projets coopératifs avec les jeunes, et aussi des coopératives qui seraient à l'année, notamment sur des jeunes un peu en panne de projet, en lien avec les missions locales. On peut proposer des missions plus courtes que sur les services civiques. On retrouve quand même un certain profil de jeunes sur des missions longues. Et là, ça pourrait être des missions aussi courtes dans l'année, justement pour vivre des expériences dans la réflexion d'un projet. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de vos réflexions ? Oui. C'est là-dessus que je me fais freiner justement par coaction. Oui, non, il y a clairement la volonté. Là, c'est vrai que les CJS, c'est des projets. Alors, ça a son utilité. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. C'est une première expérience de travail. Et clairement, ils le disent tous. Moi, je vais parler comme ils parlent, mais je vais rien foutre de l'été si je fais pas la CJS aussi. Donc là, c'est une première expérience aussi occupationnelle et apprenante. Sur les coopératives jeunesse de service, il y a un réseau national qui s'appelle la Fabrique coopérative, hein, qui aide au développement de ces projets-là. Et eux, ils ont développé ce qu'ils appellent les coopératives jeunes majeurs, notamment. Mais on a l'exemple dans les Landes aussi avec le métro locaux qui est plus au sud, la Vertarno, c'est dans une zone beaucoup plus peuplée, de gestion d'un restaurant coopératif sur le bord de plage avec par des jeunes majeurs sur un temps qui est un peu plus long de la saison estivale, donc d'avril à octobre. Et c'est super ce qu'ils font. Là, c'est la coopérative Interstice, la CAE Interstice qui le gère. Donc on se rencontre, on discute, on réfléchit. Après, comment ? Et il y a la question des financements derrière, comment on finance tout ça. Le lien avec les missions locales, clairement, il faut qu'on le fasse plus. Et puis, c'est des choses qui se construisent petit à petit. Là, sur la CJS, on le fait déjà. Les conseillers, conseillères nous orientent des jeunes qui sont entre 16 et 18 ans, qui sont déjà accompagnés à la mission locale. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de choses à faire. Après, sur une coopérative, il y a aussi les coopératives de territoire qui sont assez intéressantes, avec l'idée de répondre à un besoin économique spécifique, avec nous, le public qu'on accompagne, c'est plus des jeunes, et là, c'est plus le cas. Mais moi, ce qui m'embêterait, c'est de retomber à nouveau dans un public dit spécifique, c'est-à-dire que des jeunes accompagnés, mission locale ou éduques, etc. Donc ça c'est un peu compliqué, et du coup il faut trouver le juste milieu, il faut trouver les financements. Il y a eu un appel à projet où il fallait répondre en 3 semaines, donc c'était infaisable l'année dernière. Il y a cette idée que la coopération et les coopératives puissent être un moteur d'émancipation chez les jeunes notamment, ou chez les personnes en général qui sont un peu un déficit de confiance en eux et d'estime d'eux-mêmes. Donc on y croit fortement, et ça se mettra certainement en place. Mais il y a une forte demande. Après, la question, c'est comment on fait pour le mettre en place, en fait. Financièrement, quels moyens humains, financiers, matériels. Là, cet été, la communauté de communes Cœur Haute-Lande, donc qui est sur Luxeuil, dans le nord des Landes, là, nous a mis à dispo un fourgon, un minibus, pour qu'on puisse transporter 8 jeunes, parce que c'était clairement le problème de la mobilité, et on a fait 6000 km, donc il a été bien utile. Mais sans l'aide de la communauté de communes, on ne pouvait pas faire ce projet. Et ce projet, il ne peut pas avoir lieu avec plus de 8 jeunes, parce que dans un minibus, on ne met pas plus de 8 jeunes. Donc en fait, ça fait un financement. On sait comment sont calculés les financements. C'est au prorata, il y a 8 jeunes, mais il a fallu mettre 40 000 euros. Donc il y a 16 jeunes, il fallait mettre 40 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour un projet. Donc est-ce que ça va être financé par la suite ? Et c'est un modèle économique aussi à trouver, parce qu'en fait, c'est que la rémunération que les jeunes vont avoir grâce aux missions qu'ils ont faites, c'est pour eux. Donc nous, il faut qu'on cherche les financements pour tout le reste, pour mettre tout ça en place. Donc ça, c'est autre chose. Mais c'est cool, ce serait super, en plus des CJS, pas à la place, de pouvoir faire du plus long terme. Ouais, donc pour quand ? Je crois qu'il marche.
coopérative jeunesse de service sur Bordeaux, mais aussi en milieu rural, Coutras et Libourne. Et je crois que la question, tu disais, enfin, on nous dit souvent ça coûte cher, 2, les jeunes sont mal rémunérés. Moi, quand on me dit ça coûte cher, ça me fait hérisser le poil. Parce qu'effectivement, quand on entend des témoignages comme a pu témoigner Noémie, ce qu'elle a pu apprendre, ce qu'elle a pu mettre en place, le regard que ça a modifié aussi des entreprises, du territoire, des jeunes, il y a une qualité, il y a une richesse humaine et sociale, enfin, qui est très très forte. Un jeune qui part en colonie de vacances, UCPA, je vais donner la moyenne, c'est 800 € à peu près. Donc si on regarde le coût d'une CJS qui est à peu près autour de 28 000 €, le coût de fonctionnement, voilà, quelle est notre politique vis-à-vis de la jeunesse par rapport à ce financement-là? Et aussi les animateurs qui travaillent, parce qu'il faut le dire, parce que je ne sais pas comment tu as fini. L'auto-exploitation. Voilà. C'est que pendant 2 mois et demi, ils sont à fond, ils ne comptent pas leurs heures, ils sont aussi sous pression parce que c'est des mineurs et donc il y a quand même un risque au travail. Donc je pense que si c'est vraiment, quand on entend les témoignages comme ça, important, ou en tant que citoyen, en tant qu'élu, on pense que c'est important d'apporter ces outils ou cet outil coopératif pour les jeunes, mais il faut y mettre les moyens et le financer, et pas le financer en one shot, parce qu'effectivement, aussi on peut s'épuiser. Nous, ça fait 5 ans qu'on le fait, et au bout d'un moment, il y a des pertes, parce qu'on recommence tous les ans de nouveaux animateurs, recrutement. Donc c'est des projets qui sont un peu sur le long terme, où il faut se dire, on y va, on expérimente, on met les moyens, et on va les chercher aussi, parce qu'effectivement, on a eu la possibilité d'avoir un prêt de camion, donc ça, c'est super. Et des coopératives, effectivement, de jeunes majeurs, c'est tout à fait possible de les mettre en place, mais il faut simplement, je pense que, tu l'as dit, il y a la fabrique coopérative, il y a des expériences, je crois qu'il y a eu 50 CJS sur le territoire national, il y a des coopératives jeunes, il y en a eu pas mal aussi. Donc l'expérimentation, elle a eu lieu, les outils de travail, ils existent, les méthodologies, il y a des jeunes motivés, il y a des animateurs qui veulent le faire, donnons-leur les moyens pour le faire, quoi. Mettons en place des financements pour mettre en œuvre ces coopératives de jeunes majeurs, ces coopératives et ces CJS. Voilà. Autrement, il n'y a pas de problème à part celui-là, quoi. Vraiment. Juste, alors un mot, s'il faut qu'on conclue. Mais vas-y. Non, je voulais juste en profiter d'avoir les personnes de la région sur l'épuisement. La région, on a demandé un financement et on l'a obtenu. On a un super soutien de la région, c'est top, sur l'ESS et sur la jeunesse. C'est 2 dossiers différents. Oui. Merci, Georges-Henri. Non, mais on a 2 dossiers différents à déposer. C'est la même région et c'est pas les mêmes grilles de budget, c'est pas les mêmes questions qui sont posées, parce que c'est pas les mêmes services. Donc en fait, c'est 2 fois plus de temps sur lequel que je dois passer sur le dossier. Mais du coup, c'est juste dommage, parce qu'en fait, ce temps-là, serait bien mieux qu'ils financent le projet des jeunes directement que mon travail à moi à me casser la tête à remplir des dossiers, quoi. Noémie, un autre mot peut-être pour conclure? Non, là, je vois pas. J'ai cru que tu allais m'interroger sur quelque chose. Non, mais je suis très contente d'entendre Karine, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on voit les effets, en fait, que même sur le temps d'un été, ça a sur les jeunes, sur les acteurs, sur le territoire, c'est juste que du plus pour tout le monde, en fait. Léa, Lima. Non, mais je voulais juste terminer en rebondissant un peu sur ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je pense que quand on est attaqué sur la question du combien ça coûte et ça coûte cher, je pense qu'il y a toujours intérêt à recadrer et reformuler les termes du débat, non pas en termes de la question de l'efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va leur apporter, les débouchés par rapport à ce que ça a coûté, mais aussi réfléchir en termes de justice. Et à ce moment-là, il faut comparer l'investissement de l'État et des pouvoirs publics dans les différentes jeunesses qui composent notre pays. Et je rappellerai à ce titre qu'une année de garantie jeune pour un jeune, ça coûte 6 000 €. Une année de classe prépa, ça coûte 16 000 € à l'État et à la société. Donc après, on peut nous dire oui, tel dispositif coûte cher, etc. Il y a tout un tas de politiques publiques qui sont inégalitaires, en fait. Donc voilà. Mais
c'est un point de vue. Mais enfin, c'est aussi de sociologue parce qu'on s'appuie sur quand même des statistiques, etc. Mais voilà, c'est une question politique. Merci beaucoup à toutes les trois et à vos interventions.